venons-nous? Comment l'homme moderne s'est-il éparpillé dans le monde? Et pourquoi Homo sapiens a-t-il fini par s'imposer? C'est à ces questions que répondra demain le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Leçon qui s'appelle Homo sapiens, une espèce invasive. Bonsoir Jean-Jacques Hublin, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes titulaire de professeur au Collège de France, titulaire de la chaire paléo-anthropologie. Vous avez été jusqu'à tout récemment le directeur du département évolution de l'homme de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste. Alors d'abord, cette toute dernière information qui vient de nous parvenir. On apprend la mort du préhistorien Gilles Deluc. Il avait 87 ans, spécialiste de la grotte de Lascaux. C'est pas forcément votre discipline, la préhistoire, mais tout de même une réaction, on imagine que vous le connaissez. Oui, Gilles Deluc était une figure de la préhistoire française et singulièrement de la préhistoire du Sud-Ouest. Il s'est beaucoup intéressé aux grottes ornées, il a aussi travaillé sur le terrain. Il a écrit de très nombreux ouvrages, il était très très connu. Quelle est la différence entre la préhistoire et la paléoanthropologie ? Alors la préhistoire, c'est vraiment l'étude de l'aspect culturel des choses, les outils, les comportements, l'art. Les dessins. Alors, les dessins, voilà. La paléanthropologie, dans le fond, c'est un peu plus intégratif. Hein, ça prétend incorporer à la fois l'aspect biologique des choses et l'aspect culturel, comportemental. Alors, 2017, on va revenir quelques années en arrière. Vous êtes médiatisé dans le monde entier, on voit votre visage. Vous faites une découverte, avec toute votre équipe bien sûr, qui bouleverse l'histoire d'Homo sapiens. Le plus ancien représentant de notre espèce, Homo sapiens, vivait il y a environ 315 000 ans au Maroc. Des restes sont trouvés de 5 individus. On pensait jusque-là que les fossiles les plus anciens dataient d'environ 200 000 ans, mais dans la Corne de l'Afrique, Éthiopie notamment. Qu'est-ce que ça a changé pour la paléoanthropologie? Parce qu'il y a toujours ces superlatifs bouleversés, extraordinaires. Oui. Ça fait 5 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour votre discipline? Ça a changé la façon dont on voit l'évolution de notre espèce. C'est-à-dire qu'on avait quand même l'image d'une émergence un peu adamique, comme ça, brutale. Avec un point d'ancrage. D'un homme véritable. Ouais. D'ailleurs, on parlait de jardin d'Éden, hein, c'est tout à fait significatif. Et c'est vrai que dans la suite de nos travaux, maintenant, il y a beaucoup de chercheurs qui développent ce modèle d'origine panafricaine, en fait, de notre espèce. Et puis, avec non seulement donc, une participation de populations de différentes régions africaines, pas seulement subsaharienne, mais nord-africaine aussi. Et puis, une évolution assez progressive, en fait. Hein. C'est-à-dire que les hommes de Djebel Irhoud, ils ne sont pas comme vous et moi. Hein. Ils ont une face, par exemple, qui est la face de quelqu'un qu'on pourrait croiser dans la rue ce soir. Mais ils ont aussi des caractères primitifs. Et en particulier, le cerveau de notre espèce a continué à évoluer sans cesse, continue encore d'ailleurs à évoluer pendant les 300 000 ans qui nous séparent de cette origine. Et pour autant, d'ailleurs, vous appliquez vous-même, vous parlez du jardin d'Éden, là où vous ne tombez pas dans le piège, parce que quand on vous dit, alors le Maroc est-il le berceau de l'humanité, là vous dites bien malin qui pourrait donner un point d'origine. Pourquoi ? C'est-à-dire que, voilà, on a trouvé quelque chose au Maroc. Maintenant, il ne faut pas non plus construire des modèles sur une absence de connaissances. Ouais. Il y a des tas de régions d'Afrique, on n'a pas d'informations. Peut-être que demain, on trouvera un Homo sapiens un petit peu plus ancien au Sahel ou ailleurs en Afrique. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on voit vers cette époque-là, sur le plan justement de la préhistoire, des outillages, on voit quelque chose qui se passe à l'échelle du continent. Donc l'idée, encore une fois, aujourd'hui, c'est que s'il y a un berceau de l'humanité, c'est vraiment un berceau continental. Ouais, et justement, du Maroc à la Bulgarie, vous enquêtez sur l'apparition de Sapiens, sur son éparpillement aussi, et vous vous intéressez également à la disparition de Néandertal. Tiens, justement, pourquoi l'un a disparu et pourquoi Sapiens s'est-il imposé ? C'est-à-dire que l'un a disparu à cause de l'autre. Hein. C'est pas seulement Néandertal qui a disparu. Ce sont toutes les autres formes d'hominines qui existaient, qui étaient très diverses. D'ailleurs, ce sont les extinctions aussi souvent, y compris celles des dinosaures et là de Néandertal, qui font aussi l'évolution. Oui, bien sûr. L'évolution, c'est une grande histoire d'extinction. Hein. Mais là, dans le cas présent, celui des hommes, dans le fond, la vraie question, c'est pas tellement pourquoi Néandertal a disparu. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe avec notre espèce invasive qui fait que partout où elle est allée, alors à partir
une certaine date, on va dire vers 60 000, 50 000, partout où elle est allée, elle a, dans le fond, absorbé ou remplacé toutes les autres formes humaines qui existaient. Et donc c'est vraiment dans cette espèce, dans notre espèce, ce fameux sapiens, qu'il faut chercher l'explication. Alors pourquoi? C'est l'utilisation des outils? Ah non, mais c'est pas la force physique par rapport à un Néandertal? Non, 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 non. Alors c'est une combinaison assez complexe probablement. À la fois d'innovation technique à partir d'un certain moment. Mais moi, je crois qu'il y a un aspect qu'on a du mal à explorer, mais qui est probablement très important, c'est l'aspect social des choses, c'est-à-dire comment les groupes fonctionnent, quel genre d'interaction les individus ont entre eux, et surtout quel genre de réseau, dans le fond, de groupes humains notre espèce a été capable de constituer, parce que on est très très fort à ça, hein, c'est-à-dire créer des coalitions, des réseaux d'entraide dans le fond, de gens qui ne se connaissent pas, mais qui partagent des croyances communes, une langue, qui appartiennent voilà, à la même entité. Et quid du pouvoir? On entend parler aussi du pouvoir de fiction que Homo sapiens aurait l'emporte. Vous avez parlé des techniques, par exemple. Il y a ce grand historien israélien, notamment, dont le livre est un best-seller, Une brève histoire de l'humanité. La fiction, c'est très important parce que, dans le fond, je vous parle de ces croyances qui unissent les hommes. Eh bien, ce qui est très frappant dans l'art paléolithique qu'on va trouver en Europe, alors après ce remplacement des Néandertals, hein, pas avant, c'est non seulement des représentations animales ou humaines, mais en fait, surtout moi, de mon point de vue, ce qui est tout à fait significatif, ce sont des représentations de choses qui n'existent pas. Et donc, ils sont nés de l'imaginaire. Et oui, c'est-à-dire que les hommes sont très bons à croire des choses et des choses qui n'existent pas. Et c'est quelque chose qui est très important parce que, voilà, justement, ces religions, ces mythes qui unissent les groupes, souvent, ils sont fondés sur des choses imaginaires. Homo sapiens, une espèce invasive. Qu'est-ce que vous allez essayer de démontrer demain, si l'on peut dire ? Elle est invasive à différents points de vue. Alors évidemment, quand on parle d'espèces invasives, on parle généralement d'espèces qui ont été introduites par les hommes quelque part et qui provoquent une baisse de la biodiversité parce que dans le fond, elles supplantent des espèces indigènes. Alors de ce point de vue-là, notre espèce, évidemment, personne ne l'a transportée, elle s'est transportée toute seule, mais c'est vrai qu'elle a remplacé beaucoup d'espèces, d'autres espèces dominines. Et puis... elle a connu un succès reproductif quand même extraordinaire. C'est-à-dire elle a proliféré, surtout au cours des derniers 10 000 ans, de façon qui est tout à fait remarquable dans l'histoire de la vie sur Terre. Aujourd'hui, les hommes et leurs animaux domestiques, ça représente 20 fois la biomasse, c'est-à-dire le poids, hein, si on pouvait les peser, de tous les mammifères sauvages qui existent sur Terre. 20 fois. Hein. Donc... c'est une prise de contrôle de la planète qui est tout à fait extraordinaire. Mais avec quelles conséquences? Alors, positives ou négatives? Est-ce qu'on a le choix? C'est ça la question. C'est-à-dire que dans le fond, les hommes, d'ailleurs, pas seulement les sapiens, mais les autres avant aussi, hein, leur voie adaptative, c'est une modification de l'environnement. Les vêtements, le feu, un habitat... c'est la création d'un micro-climat tropical qui permet d'aller s'installer n'importe où sur la planète. Alors cette transformation de l'environnement, c'est vraiment ce qui a fait notre succès et on a continué et on continue. Alors évidemment, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur ces changements, en particulier à propos du climat. Mais si on veut être optimiste, ce qui est mon cas, on peut aussi se dire que c'est quand même remarquable que quelques générations seulement, après qu'on ait pris conscience de cet impact de l'homme sur le climat, on en soit déjà à prendre des mesures pour essayer d'inverser la tendance. Et moi, je suis persuadé que ça ne va pas arriver peut-être assez vite de la vie d'un certain nombre de gens, mais ça va se faire. Mais est-ce que ce caractère invasif et ce potentiel d'adaptation fait justement qu'Homo sapiens a connu le succès? Est-ce que c'est la clé du succès? Parce que vous vous rappelez souvent, contrairement à ce qu'on pense, Néandertal par exemple, pour fuir les températures à l'ère glaciaire,
il n'est pas du tout allé vers le sud. Ils sont restés là-bas. Il n'y a pas eu forcément de migration, contrairement à ce qu'on pense. Oui, oui, souvent, quand on parle de migration, on se trompe un peu de vocabulaire parce que c'est plutôt de l'extinction locale et puis de la survie ailleurs. Alors ça donne l'impression d'un mouvement qui n'existe pas. En ce qui concerne notre espèce, ce qu'on voit, c'est que au début, les sorties d'Afrique, elles sont liées à des changements environnementaux. C'est parce que le Sahara verdit, les déserts d'Arabie verdissent, que dans le fond, des hommes qui sont adaptés à un milieu africain de savane, eh ben, vont se disperser dans ce qui est leur habitat normal. C'est un peu une dispersion passive. Mais à partir de 50 000, là, il se passe vraiment autre chose. On commence à trouver ces Homo sapiens d'origine tropicale. On les trouve en Sibérie occidentale, à 57 degrés de latitude nord, dans des environnements qui ne sont pas du tout leur environnement normal. Et c'est ce qu'on a découvert aussi dans nos fouilles en Bulgarie, ce gisement de Baïchokiro, avec les plus anciens Européens des moyennes latitudes. Ce sont des gens qui vivent dans un environnement qui est celui de la Scandinavie actuelle. Donc là, ça suppose qu'ils aient quand même développé des techniques en particulier pour s'adapter d'un point de vue, je dirais, technologique, et non pas biologique uniquement, à des environnements qui ne sont pas leur environnement normal. Et les espèces invasives, une des caractéristiques des espèces invasives, c'est que justement, elles prolifèrent hors de leur zone écogéographique normale. Elle s'impose. Voilà. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin d'avoir répondu à nos questions. Demain, 18h au Collège de France, en présentiel, mais bien entendu avec toutes les mesures requises avec cette pandémie. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5. Merci.